Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'Infopôle et l'Union Wallonne des architectes sur l'IoT, pour découvrir un peu ses fondamentaux et ses opportunités. Dans les objectifs, on essaiera de comprendre ce qu'est l'IoT pour ceux qui ne savent pas, rappeler un peu les bases pour ceux qui connaissent déjà, découvrir ses applications concrètes dans les bâtiments, en s'inspirant de projets réels et de connaître les aides et les ressources pour y parvenir. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Lofty Guédria, responsable département esthétique, expert IoT, de Benoît Lemens, architecte dans la boîte 450 BPM, et de Simon Maladry, de l'Infopôle, qui est avec moi. Donc, petite précision pour tout ce qui est les questions, vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran. Vous avez aussi le chat dans lequel vous pouvez interagir pour discuter. Donc, vos questions, on les lira, on prendra un petit temps à la fin du webinaire pour les parcourir ensemble. Et ensuite, il y aura la possibilité pour nous de faire quelques sondages pour avoir vos impressions et votre ressenti. S'il y a un souci dans le webinaire, n'hésitez pas à rafraîchir la page, d'être sur Google Chrome, c'est mieux. Et si pas, il y a une petite bulle d'aide en bas à gauche de l'écran. Voilà. On va maintenant passer au sondage. Donc, dans le sondage, on va essayer de savoir quel est votre niveau de connaissance de l'IoT. Donc, ça, c'est vraiment pour essayer d'avoir vos impressions au niveau de si vous connaissez un petit peu, si vous connaissez beaucoup ou pas. Donc, en attendant, ici, on est dans le projet Construction du futur, donc au niveau des webinaires organisés. Construction du futur, c'est un programme qui rassemble un peu tous les acteurs de la construction. Et donc, notre but, ensemble, c'est de vous aider justement à accélérer votre transformation numérique. Donc, l'idée, on a plein de partenaires, dont des acteurs, des architectes, notamment des entrepreneurs, des entreprises routières. Et donc, l'idée, c'est vraiment de numériser le secteur de la construction de manière générale. Donc, au niveau du sondage, il y a déjà entendu parler, on est à, je ne sais pas si je peux le voir de plus près ici. 69%. 69%. Aucune idée, 18%. Aucune idée, 18% exactement, et 2% utilisé dans un projet. Utilisé dans un projet, et 0% qui l'utilisent régulièrement. Donc, on peut voir quand même qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en ont simplement déjà entendu parler, mais qui ne l'utilisent pas vraiment, et 0% qui l'utilisent régulièrement. Donc, ça nous donne déjà une idée du niveau d'utilisation. Donc, on va laisser Benoît commencer par se présenter et nous dire un peu ce qu'est pour lui l'IoT en quelques mots, de manière simple. Bonjour à tous, donc Benoît Lemens, je suis architecte et j'ai découvert dans le cadre de projets tout le potentiel de l'IoT dans des projets de restauration du patrimoine. Et donc, on voit dans le sondage qu'il y a 72% qui en ont déjà entendu parler, mais il y a fort à parier que ce soit 100% des participants qui utilisent de l'IoT parce que même si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, c'est partout. Ça fait longtemps qu'il y a de l'électronique un peu dans tous les objets de notre quotidien, mais la nouveauté, c'est aujourd'hui cette mise en relation de tous ces objets. Et donc aujourd'hui, on entend parfois parler de différents gadgets au niveau de l'IoT. Je pense que c'est intéressant pour des architectes de montrer ce qui se cache derrière tout ça, parce que ça a un réel potentiel face aux enjeux qu'on connaît. On en parlait tout à l'heure, les enjeux au niveau de l'écologie, de la gestion énergétique des bâtiments, ça a vraiment un très très gros potentiel.
Et donc, ce qui est peut-être intéressant de considérer, c'est que la plupart des gens utilisent de l'IoT, mais souvent ça se cache derrière des interfaces. On est sur son smartphone avec une interface et on ne réalise pas finalement tout le potentiel que ça a. Derrière beaucoup d'interfaces, on va retrouver des programmes, des capteurs, des microcontrôleurs. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir améliorer pour les architectes, pouvoir rendre des bâtiments intelligents. Tu m'avais dit notamment qu'il y avait de la technologie IoT dans le lave-linge, la voiture, par exemple, pour les... Oui, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, de l'électronique, on en a vraiment partout, parce qu'on ça pourrait, pour certaines personnes, parfois on se dit, pourquoi rajouter de l'électronique dans notre maison? Mais de l'électronique, à travers les objets de notre maison, il y en a à peu près partout. Par contre, cerveaux qui peuvent nous aider à piloter et optimiser notre logement, ben, c'est pas encore très, très présent. Il y a certains systèmes qui sont là, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un réel enjeu à aller voir ce qui se passe derrière, finalement, ce qui se passe dans l'arrière-boutique pour comprendre tout le potentiel de l'IoT. Et donc, vraiment, si on repasse sur le slide, l'IoT, c'est la base, en tout cas pour l'architecture, c'est une série de capteurs. Et des capteurs, vous en utilisez tous les jours, vous en avez l'appareil photo de votre smartphone, la souris qui est ici sur la table, les claviers, mais dans l'architecture, ça va beaucoup plus loin. On peut avoir vraiment des capteurs de différents types. On va pouvoir analyser la qualité de l'air, la quantité de CO2 par rapport à certains risques comme le CO. On peut aussi contrôler, on peut avoir des données qui sont très, très intéressantes pour les architectes, c'est température, humidité de l'air. Pour les consommations énergétiques, on peut mesurer le courant qui passe dans les fils, qui est consommé par certains appareils. On peut calculer des distances, du son, des transferts thermiques à travers des parois. Aujourd'hui, on peut capter beaucoup, beaucoup d'informations. Et si on capitalise bien ces données, on peut en faire quelque chose de très utile parce que l'ordinateur va recevoir ces données et à un moment, il va analyser ces données. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut déclencher des actions. Et c'est ça qui va rendre finalement notre bâtiment intelligent, c'est que les capteurs permettent d'analyser des grandeurs physiques. Ces grandeurs physiques sont interprétées par l'ordinateur qui va pouvoir déclencher une action. On parle beaucoup de, quand on nous parle d'IoT, d'allumer la lumière en rouge, en vert, ou de lancer la musique, mais en architecture, et pour le confort des utilisateurs, pour l'économie d'énergie, ça va être pouvoir piloter certains éléments qu'on va déclencher à telles heures ou pas de la journée. Au niveau de la ventilation, pour la qualité de l'air, aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut fortement, on en parlera, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, des exemples où on voit que les capteurs, des exemples concrets, où en mesurant certaines données physiques, on peut améliorer le quotidien des gens. On a une question intéressante, on parle d'IoT depuis tout à l'heure, mais l'IoT en soi, c'est l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est Internet of Things, donc c'est l'Internet des objets, c'est tous ces objets finalement du quotidien qui avaient déjà l'électronique et maintenant on leur permet finalement de tous parler entre eux. Et c'est ça qui change tout. Historiquement, il y avait des objets qui existaient. L'électronique a été inventée il y a très longtemps. Puis on a eu l'avènement de l'Internet à un moment donné. Et puis les deux se sont rejoints, donc, les objets qui utilisent l'Internet. Donc ça a ouvert tout un champ de mettre des objets ensemble et créer de la valeur au-dessus sur base des objets qui collaborent ensemble dans un objectif commun, ou qui mettent à disposition des données de façon plus large qu'un système isolé. Et alors, souvent, ben, là on voit sur ce qui est affiché à l'écran, souvent quand on parle d'électronique, les gens ou de programmation, les gens ont assez peur. Je parie que la plupart des gens qui suivent le webinaire aujourd'hui, en voyant ce slide, se disent « Oui, là, je ne comprends pas grand-chose. » Mais et c'est pour montrer que finalement, ça fonctionne souvent de la même manière. Ce petit programme, on a dit, on va capter des informations, mais on va pouvoir déclencher des automatisations. Ici, c'est pour vous montrer qu'avec quelques lignes, c'est aussi ça qui est important. On parle beaucoup aujourd'hui d'IA, de big data et tout ça. Rendre un bâtiment intelligent, ce n'est pas des grands paquets de données. On peut faire ça de manière assez sobre. Il y a sobriété numérique et IoT, c'est des choses qui peuvent aller de pair et qui peuvent vraiment, et sobriété des bâtiments au niveau énergétique, ça va alors là vraiment de pair. Et on voit ici, sur cet exemple, un tout petit code. Et on va passer à la slide suivante pour voir finalement ce que c'est. Ben là, vous avez l'image d'un petit microcontrôleur. J'ai mis un point rouge
sur la sortie 13 du microcontrôleur, eh bien, si vous regardez le petit programme qui est sur le côté, il dit à cette petite carte, utilise ce petit point rouge, la sortie 13 en output, donc là, tu vas sortir de l'énergie par là, et puis, on voit le void loop, on va lancer une boucle, donc un programme qui se répète de manière continue, et là, on va lui dire high, ça veut dire on va allumer, puis delay 1000, c'est des millisecondes, donc on va attendre une seconde, puis on lui dit low, ça veut dire qu'on éteint, et puis de nouveau une seconde. Et donc, finalement, ce programme-là, ça permet de faire clignoter une LED. Si on branche une LED, ça va faire que j'allume, j'éteins. Pas très intéressant, vous allez me dire. Et donc, pour comprendre tout l'intérêt de l'IoT, c'est que si on rajoute là, on voit un petit capteur qui a un capteur de température, eh bien, on va pouvoir aussi demander au microcontrôleur va lire la température qu'il y a sur ce capteur. Et là, on voit alors plus ou moins le même programme dans la deuxième colonne où on dit toujours allume la petite sortie 13, mais on va voir que ce qui déclenche, ce n'est pas avec des millisecondes. Là, on lui dit va lire la température et on lui dit on voit le petit A0. Mais A0, c'est comme le 13, c'est une des entrées du microcontrôleur où on a branché le thermomètre et on lui dit va lire la température. Et puis on a if, c'est typique, hein, c'est des conditions. Si la température est supérieure à 18, eh bien déclenche. Déclenche, ça pourrait être une lampe, mais ça va être plus intéressant si on met un ventilateur derrière. Okay. Et donc là, si on passe au-dessus de 18, ça allume le ventilateur. Si on est en dessous, ça ne fait rien, ça l'éteint. Donc là, dans la gestion du bâtiment, c'est ça. Et là, en fait, c'est un code super simple. On peut multiplier les capteurs, on peut créer des algorithmes beaucoup plus complexes, ça veut dire des programmes beaucoup plus complexes pour vraiment répondre à des questions précises, à des enjeux précis. Mais là, l'idée, c'est de montrer que ce qui peut vous sembler incompréhensible dans de la programmation, finalement, c'est des lignes de commande. Le langage, il faut un peu comprendre comment ça marche, mais finalement, c'est pas très compliqué. Et je pense que ça peut permettre aux architectes de réaliser tout le potentiel de l'IoT dans un bâtiment. Donc, si on se recentre, c'est pas vraiment l'architecte de réaliser ces codes-là, mais déjà de comprendre à quoi ça sert et pouvoir travailler avec quelqu'un qui va les mettre en place. C'est ça l'objectif. Mais je pense là, peut-être que tu peux en parler parce que c'est vraiment votre... Donc, c'est important de comprendre, enfin ici on est en train de démystifier parce qu'on met trop de choses derrière le terme IoT et ça peut faire peur parce que ça englobe des choses simples et des choses complexes. Ici on est en train de montrer que il faut s'approprier un peu, comprendre un peu comment ça fonctionne derrière, et donc là c'est à travers des exemples simples pour montrer qu'on peut implémenter des logiques métiers par des règles. Donc ici, on a parlé de règles simples. Donc s'il y a des conditions qui correspondent à une situation du terrain, ben, j'agis de telle manière. C'est comme ça que les contrôleurs dans les bâtiments sont faits, en fait. On met une série de règles simples avec des conditions, mais ces conditions-là peuvent être de plus en plus sophistiquées. On peut... donc, là c'est plutôt tout le potentiel qui est ouvert par l'Internet des objets aujourd'hui. C'est que les objets offre des capacités de programmation plus avancées, même sur des petites cartes de contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure, qui permettent de créer, de composer plusieurs règles, et ça fait donc, par exemple, une installation de chauffage dans un bâtiment, elle dépend de plusieurs règles, en fait. Ne fût-ce que voir comment un thermostat fonctionne, c'est déjà un peu compliqué. Il tient compte des données de calendrier, il tient compte peut-être du présentiel, et on peut sophistiquer les règles. Et ceci, alors, des règles sophistiquées, ce n'est pas l'objectif en soi. L'objectif, c'est d'optimiser un fonctionnement du système sur le terrain. Et donc, pour vous donner tout le spectre, donc on peut aller des règles simples à un ensemble de règles, à des règles, dans le cas qu'on entend aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et autres, des règles qui peuvent s'auto-adapter. Donc, ils vont apprendre, donc ils vont capter des données du terrain et s'ajuster pour réaliser l'optimisation en question. Et donc, moi, souvent, pour faire comprendre, je dis finalement, il faut imaginer que ces petites cartes, ça ne consomme pas grand-chose. On va mettre un petit cerveau basse consommation dans la maison ou dans l'immeuble qui va permettre de déclencher certaines choses. Et on va voir que ces choses, c'est aussi, on a parlé d'un ventilateur, mais ça peut être toute une série de choses. Ici, on a des exemples avec des relais qui peuvent déclencher une lumière, qui peuvent déclencher un verrou d'ouverture, qui peuvent automatiser des stores. On en a parlé de la ventilation. Donc, il y a vraiment
toute une série de choses qu'on va pouvoir piloter avec ces systèmes-là. Et en termes de sécurité aussi, hein, on va voir que sécurité et je dirais confort, parce qu'on va pouvoir mettre toute une série de capteurs. Là, on parle de nouveau de capteurs qui vont pouvoir capter du CO, du CO2. On voit un détecteur de fuite qu'on peut placer à certains endroits. Le gros enjeu, là, dans le bas de l'écran, on voit aussi des systèmes de monitoring et de mesure de la consommation énergétique. Là, c'est quelque chose qui aujourd'hui, avec le développement du photovoltaïque, toute la complexité de la gestion aujourd'hui des flux énergétiques dans le bâtiment, l'électrification croissante de toute une série de choses dans les bâtiments, ça devient très très présent et ça se généralise assez rapidement. On voit des contacteurs de porte et tout ça. Et donc là, c'est aussi un des gros enjeux. Je pense que pour plein d'architectes, les systèmes d'alarme n'ont aucun secret. Aujourd'hui, tous ont installé des détecteurs de passage, des déclenchements d'alarme. Tout ça, c'est de l'IoT. Ce qui est dommage, c'est qu'on a toute une série de capteurs qui sont placés dans le bâtiment et qui ne servent qu'à ça. Dans un système beaucoup plus... Non. Et dans un système beaucoup plus ouvert, on va pouvoir utiliser tous ces capteurs pour la sécurité, mais on va aussi pouvoir les utiliser pour améliorer le confort. Ici, c'est un exemple qu'on peut voir pour calculer finalement le courant qui passe sur une phase et qui sont très très faciles à mettre en place. Ici, c'est un exemple, ça communique en Wi-Fi, on met une petite pince sur la phase et on va pouvoir, avec cet outil-là, mesurer le courant qui passe. Et donc, ça, sur tout ce qui est système photovoltaïque, pour voir les retours réseau et tout ça, c'est des choses qu'on utilise de plus en plus. Et donc ça, par cet exemple, donc tu veux dire que par exemple, ça peut s'adapter à un bâtiment déjà existant. Oui. Et que l'IoT, on a souvent en tête que voilà, on doit avoir un smart building ou un bâtiment tout à fait neuf qui peut être, qui est totalement adapté. Mais un bâtiment peut être une vieille bâtisse qui se réadapte au fur et à mesure avec des capteurs. Mais la semaine prochaine, on parlera d'un exemple à Mons où on est dans un bâtiment classé où il ne fallait pas abîmer ni les plafonds ni les murs. Et là, on a rajouté cette couche, je dirais, d'intelligence dans le bâtiment sur des systèmes existants. On n'a même pas remplacé les ventilateurs. On a juste mis, sur les images que je vous ai montrées, c'est du on-off. Eh ben, si on place des petits relais qui allument, qui sont des petits interrupteurs qui communiquent sans fil avec un ordinateur central, eh ben, on peut rajouter cette couche de bâtiment intelligent et qui peut être franchement low cost. On pourra voir que ça coûte pas très cher à mettre en place, c'est des systèmes très simples et on ajoute un capteur. Dans ce cas-là, en fait, on avait des problèmes pour capter les problèmes d'humidité dans le bâtiment. Donc, plutôt qu'avoir... N'en dis pas trop pour la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine, mais ça montre bien comment on peut, avec des capteurs, rajouter cette couche d'intelligence. L'Internet des objets a amplifié le potentiel d'exploitation des installations classiques qui étaient des offres propriétaires où c'est une sorte de boîtier noir. Le système de régulation, par exemple, il fonctionne en mode silo. Le système d'alarme, il fonctionne en mode silo. Le système de gestion du bâtiment fonctionne tout seul. Et avec des éléments de l'IoT qu'on vient rajouter à ces systèmes-là ou interagir avec ces systèmes-là, on peut en fait mettre en réseau toutes ces informations-là et les exploiter de manière plus avancée. Et donc, l'Internet des objets ne vient pas remplacer des systèmes installés, elle vient les compléter dans le cadre des bâtiments intelligents. On va passer à la slide suivante. Mais ici, je pense que M. Guirdial montrera aussi, c'est aussi cette capacité de mieux comprendre son bâtiment. C'est qu'au niveau des dashboards, des panneaux de contrôle, on va pouvoir récolter. Ici, on voit un exemple où on va calculer les puissances consommées. On sait avoir tout au long de la journée la répartition des consommations. Et on le voit dans beaucoup de projets que mieux comprendre son bâtiment, finalement, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours ce qui consomme beaucoup. Et parfois, ils ont une vision totalement tronquée du fonctionnement de leur maison, et faire du monitoring comme ça permet aussi de mieux comprendre son bâtiment. Encore une fois, là, on allie économie, écologie et confort. C'est ça. Parce qu'on va réduire du coup l'impact au moment où on n'a pas besoin de certaines dépenses énergétiques, ce qui va réduire la facture et ce qui va, en plus de ça, améliorer le confort du bâtiment. Le confort, ici, on voit dans des vieux bâtiments, on peut aussi calculer les points de rosée, les risques de condensation. C'est des choses qui sont vraiment importantes. On sait qu'on a plein de bâtiments qui ne sont pas encore rénovés en région wallonne. C'est
c'est des gros investissements d'améliorer la performance de ces bâtiments, mais rajouter cette couche-là, ça permet déjà d'optimiser parfois les flux énergétiques et aussi de rapidement améliorer le confort des gens. Alors là, on va laisser Monsieur Guédria nous expliquer. Oui, ici quelques illustrations en fait d'usages concrets, mais sur lesquels on peut s'attarder dans les futures sessions de webinaire. Mais c'est simplement pour montrer en fait comment les choses s'articulent dans un usage concret de l'IoT dans le cadre d'un bâtiment. Comme Benoît l'a expliqué, on doit avoir les éléments du terrain. Les éléments du terrain, ce sont les capteurs, les actionneurs. Donc, on peut capter toutes sortes. Aujourd'hui, il y a un foisonnement d'offres en termes de capteurs. Donc, physiquement, qu'est-ce qu'on capte? La présence, l'humidité, la pollution, la présence. Donc, il y a une offre qui couvre quasiment tout ce qu'on peut capter au niveau physique. Derrière, on va remonter dans les couches. D'abord, ces capteurs ou ces éléments physiques doivent avoir une interface de communication pour qu'on puisse accéder à leurs données. Et là où les choses commencent à se diversifier, pour ne pas dire se complexifier, on peut avoir des technologies uniques, dédiées au bâtiment, hein, il y en a pas mal, mais qui restent dans un silo. Donc en gros, on reste avec un écosystème offert par un constructeur ou par une technologie particulière, et on s'adapte à cette technologie-là. Ça a des avantages puisque c'est des technologies optimisées. Donc je pense que voilà, dans les bâtiments, historiquement, il y avait voilà, du Modbus, du KNX, enfin ce genre de technologie filaire, hein, à la base. De plus en plus, des technologies sans fil arrivent sur le terrain parce qu'elles offrent la flexibilité de l'installation et surtout des capacités assez évoluées. Donc, les dernières générations de protocoles de communication sans fil offrent, par exemple, la mise en place d'un réseau de façon native, quoi, comme des technologies qui viennent du monde informatique, comme le Bluetooth, le Wi-Fi, mais des technologies qui viennent du monde des capteurs sans fil, du Wireless Sensor Network, comme du Z-Wave, qui est une technologie qui était construite, par exemple, pour gérer des problématiques spécifiques, enfin, en tout cas, à la base, spécifiques au bâtiment, au smart home. Mais ça, c'est plus la façon dont on communique physiquement l'information physique captée. Et là, effectivement, certaines technologies de communication sont pensées pour gérer des données de capteurs. Donc, c'est des technologies basse consommation, bas débit. Pour les capteurs, parce qu'on n'a pas besoin. Alors, il y a bien sûr des éléments qui sont haut débit, comme les caméras de surveillance, ce genre de choses, du multimédia, mais la plupart, le reste des équipements IoT sont en général bas débit, à quelques exceptions près. Par exemple, si on veut monitorer les capteurs de vibration sur une chaudière, bon, voilà, c'est des données un peu plus massives. Souvent, elles se concentrent sur une seule information, par exemple la chaleur, la température. Oui, mais alors, il y a une finalité d'aller chercher une information physique, mais on assiste aussi dans l'offre du marché à des capteurs composites, en fait, qui vont proposer un ensemble de mesures, alors, cohérentes ou pas. Donc, je prends l'exemple des capteurs de qualité d'air. On trouve des capteurs qui captent une vingtaine d'indicateurs. Pas que le CO2, mais le CO2, les composés organiques volatiles, d'autres polluants, des NOx, etc., en fonction du budget, en fonction de l'usage aussi qu'on veut faire, en fonction, voilà. Donc, il y a sur le marché des gammes de produits qui adressent ces problématiques-là. Donc là, on remonte d'un cran. Donc, le capteur lui-même, donc, il capte l'information physique et il la transmet. Mais restant encore au niveau du capteur, les capteurs aujourd'hui, avec les développements et les avancées au niveau de l'électronique, permettent aussi quand on parle de capteurs intelligents, ce n'est pas pour simplement capter une information et la transmettre. Il peut en faire quelque chose avant. Et là aussi, il y a une capacité, tout un spectre de capacités.
qui va du simple tâche, disons, par exemple, de ce qu'on appelle de bufferisation des données. Donc, il collecte des données localement et puis il transmet à des moments particuliers. On peut avoir aussi des traitements du style, donc si le capteur est programmable ou en tout cas configurable pour faire ces traitements un peu plus avancés que la simple collecte et transmission. Donc là aussi, selon l'offre, la technologie, il y a des possibilités avancées. Donc, on voit qu'il y a plusieurs options, en fait. C'est ça qui fait que parfois, on a du mal à situer parce qu'il y a une diversité d'offres qui n'étaient pas simplement créées pour complexifier les choses. C'est parce qu'il y avait des besoins qui sont arrivés et des capacités technologiques qui peuvent répondre à ces besoins-là. Et peut-être, si je peux me permettre, ce qui est intéressant pour les architectes et pour imaginer, c'est qu'un petit capteur température-humidité, on a des capteurs qui vont coûter entre 10 et 20 € et qui fonctionnent sur batterie pendant plusieurs années. Donc, c'est aussi, pour franchir le cap, c'est aussi des choses qui sont réellement accessibles. On ne parle pas de coûts énormes. On peut très vite capter de la donnée avec un coût très accessible. Alors ici sur le schéma, je peux vous l'illustrer. Donc le petit boîtier en rouge, là, il contient une dizaine de capteurs, température, humidité, infrarouge, luminosité, etc. Il coûte 25 €. Et il a aussi une multitude de capacités de communication. Il a 2 ou 3 technologies de communication sans fil, et on peut le brancher en filaire aussi. Donc ça, c'est les fabricants de composants hardware IoT ont diversifié leur offre parce que ils veulent adresser plusieurs marchés, plusieurs besoins avec ça. Donc, au niveau de l'intégrateur ou celui qui s'intéresse à exploiter l'IoT, c'est une facilité parce qu'on a une flexibilité assez importante à utiliser ces composants. Donc, une fois on passe à la couche supérieure, donc on a parlé des capteurs, on passe par une couche, ce qu'on appelle des contrôleurs, parce que qui sont parfois, je veux dire, ils ne sont pas forcément nécessaires. C'est un niveau supérieur qui va gérer un ensemble de capteurs ou des capteurs dans une technologie particulière. Donc, on voit, par exemple, certaines technologies qui se configurent en réseau autonome, comme la technologie Zigbee, par exemple. On peut accéder aux informations des capteurs déployés sur le terrain via ce contrôleur qui va nous donner une vue directe sur ce qu'on a déployé à gauche et à droite comme composant. Ensuite, on a une couche qu'on appelle gateway, mais plutôt au sens software du terme. Parce que là, on voit qu'on doit potentiellement, mais pas dans tous les cas, collecter des données de différentes interfaces, de différentes sources de données. Là, plus on monte, plus on s'abstrait de la spécificité physique et on commence à raisonner en termes de quelles données je veux en faire quoi, quel usage je veux en faire. Et puis la couche finale, c'est plutôt la couche applicative. Ici, c'est juste un exemple de la visualisation, mais c'est ce qu'on retrouve communément déployé. Et quand on collecte des données, on veut comprendre de quoi il s'agit. Alors, la visualisation, c'est le premier visualisation du dashboarding en anglais. Donc, c'est pour avoir des insights. Donc, on va avoir une compréhension de ce qui se passe, soit sur les données brutes. Donc, si je monitore, je ne sais pas moi, la température la température d'eau dans le système de chauffage, c'est pour savoir s'il y a des transitions qui semblent être pas s'effectuer au bon moment ou qui pas optimal, voilà, je mesure voilà. Ça c'est un genre d'interprétation, mais on peut aller plus loin. Donc en fait, ici c'est un usage qui est la visualisation, mais une fois qu'on dispose de la donnée, ça ouvre tout le spectre d'exploitation et d'analyse de la donnée qui peut suivre derrière. Donc on peut les stocker, les visualiser, les analyser, en sortir des données dérivées. Donc par exemple, sur base de données de simples capteurs de température disséminés dans un bâtiment, on peut par exemple, évaluer, même si ce n'est pas précis, un peu le comportement thermique du bâtiment. Parce que, en corrélant ces données-là avec les données météo, ça peut donner plus d'insights sur ce qui se passe réellement. Et c'est intéressant parfois, donc pour les métiers des architectes, par exemple, si on
teste, si on déploie des nouvelles techniques d'isolation, ce genre de choses, c'est intéressant de voir comment, sur le terrain, quand le bâtiment est en exploitation, comment ça évolue pour, en fait, mettre au point l'usage de ces technologies, peut-être l'ajuster, l'adapter. Donc, tout ça, c'est porteur de valeur dans le sens où on va par des étapes successives. Je supervise, j'améliore, je regarde l'impact de ce que j'ai amélioré, j'ajuste, et tout ça, c'est porteur de valeur en termes d'exploitation de l'IoT. Donc voilà, ici c'est un exemple. Donc, plutôt ici, de point de vue méthodologique, ce qu'il faut retenir, c'est que on a une offre de capteurs et d'actionneurs assez diversifiée aujourd'hui et qui sort du cadre historique qui est des solutions propriétaires, parce que historiquement, c'était plutôt une solution monolithique. Hein. Vous avez un fournisseur de solutions pour le bâtiment qui t'offre la solution, sa solution, lui, tu l'utilises telle qu'elle, avec les capacités qu'elle offre. Ici, il y a moyen de utiliser ça, mais de compléter et de faire des usages encore plus avancés, voire faire du comparatif, en fait, ou du correctif. Parce que le problème des systèmes historiquement utilisés dans les bâtiments, c'est qu'ils sont conçus à la phase conception, déployés, puis c'est sur le terrain, personne ne s'en soucie. Même l'exploitant du bâtiment, il ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc, je peux donner des exemples plus tard sur ce qu'on a expérimenté dans notre bâtiment. Il y a pas mal de petites non-optimalités à gauche et à droite qui peuvent être découvertes et améliorées. Juste à titre d'exemple, dans notre bâtiment, qui est un bâtiment très moderne avec un système très complexe en termes de HVAC, très sophistiqué, on a pu, simplement en monitorant certains éléments, aller vers une réduction de l'ordre de 20-25% de la consommation énergétique annuelle, qui peut avoir un impact, même un effet secondaire qui est un usage moindre de la pompe à chaleur, donc ça retarde sa maintenance prédictive plus tard. Donc il y a des optimisations dérivées, des optimisations initiales. Et on peut les quantifier. On peut les quantifier concrètement en recollectant la donnée utile à l'instant T. Alors que votre bâtiment est très récent. Et il est très récent, il est construit en 2016. Je trouve, ce qui est aussi très intéressant et qui va peut-être aussi parler aux architectes, c'est que depuis plusieurs années, on est confronté à des modèles énergétiques, le modèle de la PEB, qui sont des modèles qui sont utilisés pour mettre en place cette législation, pour favoriser une manière de rénover qui est nécessaire. Mais parfois, on se demande pourquoi on fait les choses. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est dès qu'on commence à mesurer, je crois qu'on en a besoin, parce qu'on a mis en place des tas de choses dans nos bâtiments. Aujourd'hui, en mesurant, on va pouvoir finalement valider ou adapter les stratégies qu'on a mis en place pour vraiment atteindre les objectifs. Et donc, on s'éloigne un peu de ces modèles qui sont parfois obscurs et qu'on ne comprend pas bien, et on a des mesures réelles. Ça, c'est très intéressant. Pour être concret, j'ai 2-3 exemples comme ça. Donc, par exemple, ce qu'on a vu, c'est qu'à un moment donné, on était un peu sous pression dans le bâtiment. On ne s'en rendait pas compte. C'est que le système d'extraction d'air qui agissait sur le worst case, le worst case, c'est la salle informatique qui chauffe, donc il va extraire à mort et ça va créer par effet dérivé une sous-pression et générer une surconsommation électrique, puisque l'extraction fonctionnait quasiment à 80% tout le temps. Ça, c'est des choses très simples qu'on peut détecter assez facilement. Bon, on peut le détecter, je veux dire, en tant qu'humain, quand on ouvre la porte, il y a une surpression, mais aller savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi, l'IoT permet de le faire. Un diagnostic. Il y avait aussi d'autres exemples, par exemple des pompes vides citernes pour les eaux des WC, par exemple, qui s'est bloqué et qui a, on peut le voir et détecter qu'est-ce qui s'est passé par simple monitoring de la consommation électrique d'un équipement qui peut être fait très facilement avec une prise connectée. Aujourd'hui, on range la prise connectée, on a les données, on a un dashboard qui explique est-ce que la pompe est bloquée, est-ce qu'elle consomme, est-ce qu'elle surconsomme. On peut même à la limite voir, si on la monitore en permanence, voir, je veux dire, son usure, quoi, si elle fonctionne plus longtemps, moins longtemps, etc.
Bon, il y a plein d'exemples comme ça où on voit que c'est des optimisations. Alors, il y avait aussi des optimisations en termes de répartition de chaleur dans la salle informatique. Il y a parfois des points chauds qui se créent sans qu'on se rende compte, parce que l'extraction, elle va tirer, et il y a peut-être des points morts où l'air reste chaud à un endroit donné, qui peut, par effet dérivé, impacter les performances de la salle informatique elle-même, puisque la température augmente à cet endroit-là et ça consomme plus d'énergie. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Enfin, on ne va pas prouver le fait que en monitorant, on a une meilleure connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai souvent tendance à comparer un bâtiment à un organisme. Il n'est pas vivant, il n'est pas biologiquement vivant, mais si on veut entretenir sa santé, il faut faire des analyses, il faut monitorer, il faut instrumenter. Après, il faut doser ce qu'on instrumente selon notre besoin et agir de plus en plus en avance de phase avant que les problèmes arrivent. Mais déjà, en ayant une sorte d'instrumentation, d'augmentation des capacités à mieux connaître son état de santé, entre guillemets, pour un bâtiment, mieux on a des capacités à le faire vivre plus longtemps, à l'entretenir plus longtemps et à faire… le cas extrême, c'est aussi prévoir des travaux de rénovation ou autres qui sont plus ciblés plutôt que basés sur le feeling. Je vais isoler par-ci, par-là, ou je vais rajouter de l'extraction, de la ventilation. Voilà. Ça peut être ciblé. Donc, s'il y a de l'humidité qui s'accumule dans la cave et pas ailleurs, ben, voilà, il faut cibler les travaux. Donc, tout ça, c'est porteur de réelles économies à faire sur la réflexion en amont, de savoir qu'est-ce qu'on fait pour agir. Et pour moi, ce qui est très, très, très important et auquel il faut faire attention avec le digital, avec le numérique, si on fait aujourd'hui le bilan environnemental de l'économie du numérique, on a plein de choses où on ne va pas dans le bon sens par rapport aux contraintes actuelles, que ce soit sur l'IA, sur la big data, tout ça, ça peut faire encore plus de mal à l'environnement. Ici, par contre, on a un réel enjeu. Quand on fait du monitoring, on réalise par exemple les flux énergétiques, on voit qu'on joue avec des flux. Aujourd'hui, avec l'abondance qu'on a eu au niveau énergétique, on consomme beaucoup. Et on sait qu'on va devoir réduire, mais pas un peu, drastiquement ces consommations. Et donc, piloter tout ça intelligemment, c'est incontournable. Mais il faut toujours faire attention parce que la technologie, elle peut toujours nous attirer vers le plus, vers le plus. Je pense qu'ici, et c'est ça qui est intéressant, on parle d'IoT, mais c'est en tout cas pour moi, vraiment pour aller vers plus de sobriété et pour mieux piloter et avoir des bâtiments beaucoup plus durables. Mais si on se laisse aller à injecter partout des couches d'IA, il faut quand même chaque fois regarder. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on parle de petits paquets de données par rapport aux films que vous regardez sur Netflix. On joue avec des choses infimes, une température ou autre qu'on envoie. La technologie est un moyen, est un facilitateur et n'est pas forcément, je veux dire, une finalité en soi. Bon, ok, ça peut être une finalité, avoir un bâtiment hyper technologique parce qu'on veut montrer des capacités technologiques. C'est notre cas, on fait des technologies push, mais à raison parce que notre métier le nécessite, mais en fait, globalement, si on va vers la durabilité des bâtiments, vers moins d'impact environnemental, en fait, la conséquence, c'est qu'on dit que le bâtiment doit évoluer et s'adapter à son environnement pour être optimal et avoir moins d'impact. Gérer cette évolutivité, ce qui n'était pas le cas par le passé, on construisait un bâtiment, il est là jusqu'à ce qu'on le détruise pendant 30, 50 ans. Ici, on demande à ce que les constructions, les nouvelles constructions, on sait qu'elles vont évoluer dans le temps parce que le climat change, parce que l'usage change, parce que les équipements vieillissent, les matériaux, voilà. Donc, un bâtiment, comme je dis, il évolue comme un organisme et donc on doit, à chaque instant de sa vie, avoir la bonne décision pour rénover, faire des travaux, améliorer l'usage. Tout ça, c'est permis, facilité aujourd'hui par les technologies qu'on a en place. C'est peut-être parfois la complexité, elle est dans le bon choix de la bonne technologie qui coûte le moins, qui est facile à mettre en œuvre, etc. Mais ça, c'est plus un dilemme technologique. À un moment donné, une fois qu'on a défini ce qu'on veut faire, il y a aussi des législations européennes qui arrivent là en termes de cycle de vie, etc., qui vont demander
proactivement de connaître quelle est vraiment la performance temps réel dans le sens temps réel de la vie du bâtiment. C'est-à-dire annuellement, à savoir confirmer que le bâtiment est toujours en performance X ou Y tel qu'il a été. Le bâtiment résilient et résilient. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire. Et donc, pendant tout un temps, tout ce qu'on installe aujourd'hui, tous nos groupes, nos systèmes de ventilation, on mélange tout. On mélange la couche d'intelligence. Si on met un capteur électronique dans son ventilateur, on mélange tout. Si le ventilateur il casse, on doit changer la couche d'électronique. Pour moi, il y a aussi un réel enjeu en termes d'éco-conception de sortir ces couches d'intelligence de choses où il y a le moteur et de se dire ça peut être centralisé, mais c'est un réel intérêt. On a eu tendance à tout mettre dans la même boîte. Je pense que si on décompose les choses dans une approche plus circulaire, on sait que on ne devra changer que le moteur ou que le système électronique, mais pas l'ensemble quand on a un souci. Tout à fait. Peut-être passer à la slide suivante. Oui, donc en fait ici, je présentais les choses de façon hiérarchique, en fait, en passant du niveau physique au niveau exploitation des données. Et ici, c'est plus un exemple de projet qu'on a eu. Ça suit la même logique, mais de gauche à droite. Mais principalement pour dire que voilà, il y a une diversité sur les terrains en termes de technologie qu'il faudra gérer, parce que ça, c'est un des challenges de l'IoT. Avoir pas mal de possibilités, c'est bénéfique, mais il faut gérer cette complexité et cette diversité. Et cette diversité-là, elle n'est pas forcément apportée par la technologie. La nature des choses, la nature des choses sur le terrain, elle est naturellement hétérogène. Parce que y a des systèmes propriétaires à gauche et à droite, il y a des solutions existantes, du legacy, donc des choses installées qui existent dans le bâtiment qu'on veut mettre à jour ou les connecter, parce qu'il y a pas mal de systèmes qui sont non connectés. Si je regarde par exemple, je prends même par exemple le cas des bâtiments publics ou les écoles, il y a des installations qui ne sont pas connectées. Donc il y a déjà un intérêt à essayer de connecter ces éléments-là, et là on peut intervenir à la bonne couche. Donc le système physique ne va pas changer, hein. Une chaudière même vieille de 20 ans sera toujours là et elle fera son job. Maintenant, connaître comment elle fonctionne, prévoir au bon moment de l'entretenir ou voir son niveau d'encrassement, ça, il faut rajouter des choses pour collecter l'information. Et on a une couche intermédiaire qui devient de plus en plus importante à gérer, qui est plutôt que d'avoir des données brutes qu'on envoie aux applications derrière qui vont exploiter ces données-là, ne fût-ce que la visualisation, il faut, au milieu, préparer ces données pour une meilleure exploitation. Je donne un exemple. Si je monitore des températures dans différentes pièces de mon bâtiment, je n'ai pas envie de modifier tout mon logiciel à différents niveaux quand je change un capteur parce qu'il est obsolète ou parce qu'il est tombé en panne. Et je veux que mon application continue à monitorer correctement sans se soucier de la partie du terrain. Tout ce qu'elle doit savoir, c'est qu'il y a un capteur température dans telle pièce qui a été changée, et ça doit être pour que la technologie apporte sa plus-value, il faut que le déploiement soit le plus facilité possible. Et aujourd'hui, il y a des outils en fait à tous les niveaux qui permettent de faire ce travail-là. Et on assiste aussi donc, à il y a le real-time, donc comment gérer le bâtiment au quotidien. Et il y a le moyen et long terme, c'est comprendre comment mon bâtiment évolue et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il évolue dans le bon sens ou qu'il se dégrade moins. Et ça, c'est plutôt des problématiques de stockage de données, d'organisation des données, et ça doit. Si on ne met pas de l'ordre là-dedans, ça fait que, au fil du temps, on arrive à une complexité croissante qui devient un boulet plutôt qu'un potentiel à exploiter. Donc ici, juste sur ce slide-là, c'était un projet où on voulait, rajouter une couche sur un système de gestion de bâtiment où l'idée, c'est que le système de régulation fonctionne tranquille, il fait son job, mais on voulait gérer aussi le confort, tenir en compte
les capacités de gestion de confort des utilisateurs et aussi le bien-être. Donc, faire rentrer un système, en général, un système HVAC, à part le CO2, il ne tient pas compte d'autres polluants dans le bâtiment. Là, l'idée, c'est de dire, bon, là, on va monitorer la qualité d'air dans un schéma plus large avec d'autres polluants qu'on peut tester, mais sans interférer avec le fonctionnement du système HVAC, mais en le pilotant, en tenant compte de ces paramètres. Donc ça, c'est plutôt dans la personnalisation de l'usage du bâtiment et offrir des mécanismes pour pouvoir plugger cette fonctionnalité sur un bâtiment existant, mais dont l'usage est différent parce que la législation l'impose, parce que les choses évoluent ou parce que les utilisateurs, on a des contraintes particulières qui viennent du monde externe à la régulation proprement dite. Donc, ici, on s'attardera peut-être dans le webinaire suivant sur le use case, mais on a implémenté ça dans notre bâtiment, le use case éthique, où on a rajouté au fur et à mesure des éléments divers et variés, donc qui ont attrait soit à la partie confort des utilisateurs, soit à la gestion technique du bâtiment, soit des aspects un peu plus loufoques, monitorer l'usage de la machine à café, etc. Voilà. Mais voilà, ce sont des données qui peuvent être, je veux dire, qui ne relèvent pas de la gestion du bâtiment, mais qui peuvent rentrer en ligne de compte, parce qu'avec ça, on peut monitorer la fréquentation du bâtiment. Ouais. On peut savoir globalement, est-ce qu'il y a trop, peu, pas d'utilisateurs dans le bâtiment, et faire cette analyse sur une plus longue durée pour mieux piloter, arrêter, par exemple, le chauffage des grandes salles de réunion, le jour où il y a moins de café. Le jour où tout le monde est en télétravail. Ça peut être même assez temps réel, puisque on peut monitorer entre 8h et 9h et couper à 9h, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Enfin, en tout cas, on peut imaginer plein de scénarios de ce type-là. Alors, et ce qu'on peut avoir, effectivement, on peut voir ici, c'est plus de la visualisation, mais on peut monitorer l'emplacement de certains capteurs. Au fur et à mesure qu'on en rajoute, on en dispose. Donc, on a une vue assez rayon X sur le bâtiment. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a comme équipement, et faire bon, ici, c'est de l'affichage, mais on peut faire aussi du pilotage. Comme on a dit tout à l'heure, avec des règles simples, en disant quand on dépasse un tel seuil, tu coupes tel équipement. Ici, on n'agit pas directement sur le système de régulation, mais on peut modifier les paramètres de règles dans ce système-là. Et on peut même, à la limite, avoir des anomalies, détecter des anomalies de fonctionnement du système. Parce qu'en fait, si mes capteurs donnent des valeurs erronées, tout le reste s'effondre, en fait. Enfin, s'effondre, mais en tout cas, je peux faire des interprétations fausses sur ce qui se passe sur le terrain. Ici, à titre d'exemple, les courbes en bas à droite, c'est les taux de CO2, les capteurs de CO2 du système HVAC lui-même dans la cuisine et dans la grande salle de réunion en face. On voit que la nuit, les niveaux ne sont pas les mêmes. Or, les salles sont adjacentes. C'est qu'il y a un des capteurs qui a fait une dérive dans le temps et que ce n'est pas le bon taux. Elles doivent être les mêmes, puisque les locaux sont à côté. Il n'y a personne qui utilise la cuisine la nuit, quoi. Ou peut-être c'est le cas. Donc voilà, c'est des choses qui vont, à la limite, on va détecter un dysfonctionnement. Enfin, donc, je résume la valeur qu'on peut en tirer. On peut faire des notifications pour que les utilisateurs changent d'habitude. Par exemple, voilà, il y a des actionneurs parfois manuels dans les locaux pour couper ou remonter le chauffage. Donc, ça peut faire un système de notification ciblé. On peut faire de l'alerting. On peut faire construire de nouvelles règles qui vont optimiser le fonctionnement. On peut compenser des dérives de système comme ça pour l'interprétation, parce qu'en fait, ça a un impact direct. Si le taux de CO2 il est, au repos il est très élevé, ça veut dire que la ventilation fonctionne en permanence derrière. Donc, voilà. Et voilà, globalement, mais on peut s'attarder là-dessus. Donc là, un besoin de gérer de façon évolutive, de plus en plus, les systèmes sur terrain, parce que le monde extérieur le nécessite. Oui, les contraintes environnementales
permettre justement de comprendre l'utilité vraiment de toutes ces technologies. C'est vraiment hyper important d'évoluer comme ça. Tout à fait. Et on n'a pas mentionné, mais on passe aussi, donc là c'est porteur de valeur dans l'industrie, mais aussi dans le smart building, c'est tendre vers cette maintenance prédictive, voire prescriptive, plutôt que de planifier à intervalles réguliers les entretiens. On a un monitoring qui nous permet d'optimiser cette maintenance qui coûte, hein, donc c'est des choses qui coûtent assez cher. En industrie, en smart building. Donc ça permet de... Voilà, c'est une démarche d'amélioration permanente qui est permise par l'apport de ces technologies. Ouais, je pense qu'on y reviendra plus longuement la semaine prochaine sur des cas concrets et des exemples. Du coup, merci à vous deux. On va passer à la petite conclusion. Donc, s'il y a des entreprises qui aimeraient passer à l'action, il faut savoir qu'il y a des choses qui existent pour ça, des aides financières mises en place par la région wallonne. Par exemple, il y a un diagnostic de maturité numérique. Ici, il est par rapport à l'IA, mais il existe aussi par rapport à tout. Donc, on vient dans votre entreprise, il y a un diagnostic qui est fait pour voir à quel niveau et comment vous pouvez mettre en place certaines choses liées à la digitalisation. On a aussi le diagnostic chèque numérique qui revient plus ou moins à la même chose. Donc là, vous pouvez voir que il y a un taux d'intervention de 50% pour un montant total de 50 000 €. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, voilà, on fait vraiment un peu le tour de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, de ce qui est possible de mettre en place. Et alors, il y a aussi le prêt Digital Line de Wallonie Entreprendre. Donc ça, c'est directement avec votre banque et alors ça va jusqu'à 75 000 €. Donc, si vous êtes intéressé pour passer à l'action, vous pouvez nous contacter, que ce soit Benoît, Lotfi, Loris ou moi. Nous, on est là dans le projet Construction du futur, donc l'Infopôle et l'Union Wallonne des architectes pour répondre à toutes vos questions. Et alors, si vous êtes intéressé par chercher un expert numérique pour mettre en place quelque chose, vous pouvez faire directement appel à l'Infopôle via l'appel à compétences. Donc, c'est juste, vous nous dites ce que vous recherchez, nous, on vous met en contact avec l'expert numérique le plus adéquat par rapport à vos besoins. Du coup, voilà pour moi. Alors, ici, on va passer aux questions-réponses. J'en profite pour répondre à est-ce que nous aurons les slides. Le webinaire sera disponible donc directement, vous serez envoyé, il sera disponible aussi sur YouTube, sur le site de l'UA et sur le site de l'Infopôle. Enfin, il sera disponible partout. Ensuite, je vois une question de Alain Mécène. J'espère que je le dis bien. Il faudra parler des dérives dans le temps de certains capteurs, température, humidité, CO2, et les moyens d'en tenir compte, entre parenthèses, sans devoir nécessairement remplacer les capteurs. Et s'il faut remplacer, il faudrait savoir où ils se trouvent avec un plan de localisation. Donc ça, je pense qu'on en a un petit peu parlé au niveau de la dérive ensuite, et notamment au fait de les remplacer. Je pense que ça, c'est ce que disait Benoît, une fois que c'est pas dans des systèmes fermés qui sont pas inaccessibles, des petites pièces peuvent être remplacées. C'est vrai qu'un plan de localisation pour ça, on arrive à de la data un peu pour avoir les données exactes du bâtiment. En fait, la réponse simple à ça, c'est de dire qu'il faut d'abord disposer d'une installation de monitoring. Aujourd'hui, il y a moyen de faire une installation de monitoring de ces capteurs qui est assez accessible, je dois dire. Hein. Benoît, tu peux peut-être toucher un mot sur l'installation que tu il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place, mais il ne faut pas sous-estimer dans la collaboration et dans toute la chaîne de compétences aujourd'hui. Moi, en tant qu'architecte, j'aimerais bien que la chaîne soit plus professionnalisée. C'est beaucoup de laisser-erreur. J'ai dû tomber sur des clients qui étaient prêts à passer du temps, à essayer sur les protocoles de communication. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui,
il y a des compétences. Par exemple, au niveau des installateurs, quand on parle de petits projets, hein, je pense que peut-être que dans du bureau et tout ça, on a des bureaux d'études qui ont toutes les compétences. Sur des plus petits projets, c'est dur de trouver aujourd'hui des électriciens, des installateurs. Ils connaissent certains systèmes très répandus et ils aiment bien travailler avec ceux-là. Quand on parle d'autres protocoles, c'est pas toujours gagné. Trouver les relais correspondants pour bien piloter les ventilations, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'essais-erreurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des clients très patients dans ce qui a été mis en place et je me dis, il y a quand même tout un secteur à développer parce qu'on parle de tout ce qui est rose et de tout ce qui fonctionne bien, mais il y a aussi un réel enjeu pour le secteur. D'un côté comme de l'autre, Oui. des architectes, Tout à fait. des installateurs. Alors, parfois, nous en tout cas, au CETIC, on est un centre indépendant, donc on peut conseiller de façon indépendante de la technologie. C'est vrai que quand on ne s'y connaît pas, on cherche un avis un peu neutre par rapport à la technologie, parce qu'en fait, toutes les technologies offrent un certain potentiel. Un fournisseur de technologie ne va jamais te vendre les limitations de sa technologie, donc c'est normal. Et donc, une première étape, c'est effectivement de faire le bon choix par rapport à son besoin. Parce que, comme j'ai dit, la diversité des technologies, elle était là pour répondre à des besoins particuliers, ciblés. Il y a des technologies, donc voilà, et il y a c'est toujours un compromis, en fait, entre coût, difficulté de maintenance, potentiel de collecte de données. J'ai vu que la question ici aborde, par exemple, certains, on entend, on entend parler de ces technologies-là, le NB-IoT, qui est proposé aujourd'hui par les boîtes télécoms, du LoRaWAN qui peut être déployé de manière privée aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une technologie assez accessible aujourd'hui, qui ne nécessite pas des installations lourdes, mais qui nécessite de gérer son propre réseau de collecte. Donc, il faut gérer son installation. C'est comme on gère sa chaudière. Donc, voilà. Et, soit on la gère soi-même, soit on fait appel à un expert ou un professionnel. Donc voilà, ça c'est un point. J'avais une autre remarque par rapport à l'IoT. Depuis le départ de l'IoT, c'était plutôt... il y a une perception qui reste aujourd'hui que l'IoT est un peu bricolage. On peut bricoler rapidement, deux, trois trucs. C'est vrai, parce que ça reste vrai dans une certaine mesure, parce que ça offre pas mal de possibilités de tester des choses en base, pour valider son use case métier. Je n'ai pas besoin de déployer la solution professionnelle très chère pour se rendre compte que ce n'est pas la bonne à la fin. Donc aujourd'hui, il y a des capacités de prototyper des choses facilement pour valider son besoin. Donc là, c'est plutôt le cheminement d'une démarche d'innovation. Je peux, avec l'IoT disponible aujourd'hui, prototyper moi-même ou faire appel à des aides ou à des experts qui vont m'aider à affiner mon concept, prototyper mon idée innovante, à adapter à un contexte particulier dans mon use case, ou même à prendre en compte la technologie ou à faire un cahier de charge pour une solution professionnelle qui soit bien cadrée pour ne pas se tromper derrière. Donc ça, c'est ce que nous, on utilise ce terme-là, mais il n'est pas connu dans le jargon probablement des architectes, la technologie readiness level. Donc, arriver à une solution d'exploitation, on va commencer par tester son idée, la prototyper, faire un démonstrateur, puis faire un petit prototype, et puis voir comment productifier ce prototype et arriver à quelque chose d'exploitable. Donc ce cheminement-là, il y a des aides pour le faire, pour explorer, même de façon, je veux dire, pas technologique de la chose, en termes d'innovation. On va peut-être continuer ça la semaine prochaine, étant donné qu'on arrive vraiment à la toute fin du webinaire. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux, donc Lofty et Benoît, d'être venus ici sur le plateau afin de nous aiguiller, de nous informer sur l'IoT. Je pense que c'était très intéressant. Merci à Simon, merci à l'Infopole, merci à Technofuture de nous avoir accueillis dans leurs locaux. On a une dernière petite slide. Donc, c'est en fait un questionnaire qu'on a créé avec le projet Construction du futur. Donc, ce questionnaire, donc, vous pourrez scanner via le QR code disponible en bas à gauche de votre écran. Donc, ce questionnaire, en fait, il nous aide à travailler sur les problématiques que vous rencontrez donc, dans vos bureaux, dans vos infrastructures,
Et donc ça, c'est vraiment important pour nous de recueillir de vos avis et de savoir comment les résoudre, parce que c'est clairement notre mission principale. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Loris de l'Union Wallonne des Architectes. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous donc jeudi prochain, même heure, de 12h à 13h. Donc voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.